La Croate solidaire Génération Cobaye témoigne sur faire le point sur mon projet. Autodiagnostic et se faire accompagner. Les forces de la Croate solidaire, je pense que c'est tout d'abord aborder des choses sérieuses de manière un peu funky. C'est surtout un état d'esprit. Et une des forces de l'association, c'est d'être un connecteur social, c'est-à-dire qu'on arrive à connecter des bénéficiaires avec des cadres sub qui sont là pour leur donner des conseils. Et on arrive aussi à bien travailler avec des entreprises en les mobilisant dans le projet. Les faiblesses de l'association, je pense que le modèle économique, savoir comment diversifier ses sources de revenus pour survivre dans le temps. C'est le problème de beaucoup d'associations qui accompagnent des demandeurs d'emploi. On est en phase de sortir de cette faiblesse-là. Nos forces, premièrement, c'est nos bénévoles, qui sont tous des gens hyper enthousiastes, hyper motivés et qui en fait font exister le mouvement partout sur le territoire. Notre deuxième force, c'est notre jeunesse. Notre troisième force, c'est l'humour. Notre quatrième force, je dirais que c'est notre agilité. Alors nos faiblesses, ça rejoint aussi nos forces, c'est-à-dire que c'est notre jeunesse. Du coup, on a un grand turnover dans les bénévoles, qui fait qu'on a des besoins constants de formation. Parfois, c'est plus compliqué de s'affirmer face à d'autres partenaires, face aux médias, parce qu'on écoute moins les jeunes malgré ce qu'ils vous aiment en dire. Les opportunités de l'association. On a un pied à terre dans beaucoup d'entreprises, donc on peut développer encore plus d'activités avec eux. On a aussi l'opportunité de développer de nouvelles activités par rapport à nos bénéficiaires. On est là pour les aider à mieux préparer leurs entretiens, donc il y a le choix des possibles. Du coup, les menaces qui guettent la Croate solidaire, comme dans beaucoup d'associations, un essoufflement des bénévoles, donc il faut savoir remobiliser ces bénévoles. Peut-être un essoufflement médiatique, on a été aussi énormément médiatisé, donc forcément ça redescend au bout d'un moment. On a une partie aussi subventionnée dans l'association et c'est normal parce qu'on est d'intérêt général, donc peut-être que la baisse des subventions nous impactera aussi. C'est des menaces à garder en tête. Alors nos opportunités, c'est qu'on se bat sur un enjeu qui est très important, qui est très grave et très important, les maladies chroniques, et qui sont un sujet qui monte aussi énormément dans les médias et qui sont aussi très bien reçus par le grand public. Et surtout notre façon de l'aborder fait que c'est très bien accepté. Nos menaces, c'est qu'on est sur des sujets complexes scientifiquement, qui sont aussi éventuellement polémiques. Et c'est un petit peu dur de dire comme ça, c'est aussi qu'on n'a pas de victimes en fait. Sur les maladies chroniques, c'est très difficile de circonscrire un peu l'enjeu et de montrer vraiment l'impact et l'existence de ces maladies chroniques. C'est tout l'enjeu de notre combat d'information. La deuxième plus grosse menace, c'est le poids en fait des lobbies et de l'action législative et réglementaire sur nos sujets, qui fait que nous, on est là pour justement motiver et donner corps à un engagement citoyen sur ce sujet. Alors le premier diagnostic qu'on a réalisé à propos de Génération Cobaye, c'était en 2013. Le mouvement s'appelait auparavant l'Appel de la jeunesse et son objectif c'était de principalement faire du plaidoyer vers les décideurs politiques et économiques pour qu'ils réagissent en fait face à la crise sanitaire. On s'est rendu compte qu'une bande de jeunes, effectivement, c'est sympathique, mais qu'en fait on était assez peu écoutés, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine de gens très militants et qu'en fait on s'adressait surtout à des gens qui étaient déjà convaincus et que finalement l'impact de l'action était assez limité. Du coup le mouvement a complètement changé sa façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'on est passé sur un public qui était plus restreint. On a ciblé les jeunes parce qu'on était nous-mêmes jeunes, donc on avait les façons et les codes de s'adresser à cette partie de la population. Et aussi parce que c'est les jeunes qui sont le changement, c'est eux qui sont l'avenir, c'est eux qui vont consommer. Donc pour nous, c'était stratégique de pouvoir eux les informer pour les aider à changer leurs pratiques. Ensuite, on a décidé de parler de nos sujets avec humour, parce que ce sont des sujets anxiogènes et culpabilisants. Donc on s'est dit qu'il fallait aborder ces sujets par le plaisir et l'humour pour que les gens aient envie de s'y intéresser et aient envie de changer leurs pratiques. Le troisième changement qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du plaidoyer envers les décideurs, on s'est dit que c'était les consommateurs qui avaient le plus de poids. Donc on parle de choix de consommation au grand public, parce qu'aujourd'hui on a une communauté de 60 000 personnes qui s'engagent tous les jours en consommant, c'est-à-dire qu'un achat c'est un vote, et c'est eux qui ont du poids à travers ces achats sur les décideurs politiques et économiques. Ensuite on a eu un deuxième moment de remise en question qui était plus au-delà du ton ou de la stratégie, plutôt sur le fonctionnement de l'association. C'est quand il y a eu les premiers salariés, ça s'appelait la Green Pride, on a fait un festival qui montrait justement la fierté d'être écolo.
Ça a créé un petit peu des tensions sur le modèle économique, la façon de fonctionner, la gouvernance. Comment est-ce qu'on a fait pour se remettre en question ? Donc il y a eu un séminaire avec un intervenant extérieur qui a permis de se rendre compte qu'effectivement il y avait deux projets. Et c'est ces deux remises en question, la remise en question du ton de la stratégie de communication et la remise en question du fonctionnement qui a donné naissance en 2013 au mouvement Génération Cobaye. Cette histoire fait qu'on a conservé cette habitude de remettre en question notre façon de fonctionner et aujourd'hui on fonctionne selon un mode sociocratique dont on va parler dans un autre épisode du MOOC. Et on intègre en permanence, justement la remise en cause est toujours permis et on change en permanence notre façon de travailler. On est très agile et ce qui permet au mouvement aussi de beaucoup progresser. Tout au long de l'histoire de la CRAD solidaire, on a eu la chance de se faire accompagner par plusieurs structures. Le premier accompagnement dont on a bénéficié, c'était le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui a pour but de mobiliser un consultant pour une mission dédiée et c'est mis en place en général par soit la BGE ou les plateformes France Active. Nous, on avait décidé de faire cette mission sur le modèle économique de l'association, comment on pouvait diversifier nos sources de revenus et où était la valeur ajoutée dans ce qu'on faisait. Donc ça, c'était le but de cette mission-là. Le deuxième accompagnement qu'on a eu, c'était celui d'AnimaFac. L'accompagnement d'AnimaFac qui nous a permis d'être en contact avec plein d'associatifs, avoir des locaux sur Paris et surtout avoir tous les conseils sur l'administratif, sur la mobilisation des bénévoles, sur les dernières infos à savoir un peu dans cet écosystème-là. Donc ça, c'était, je pense, quelque chose qui a donné un autre tournant à l'association. Et je pense que toutes les associations devraient travailler avec d'autres. Le troisième accompagnement qu'on a eu, c'était avec un cabinet de consulting qui s'appelle KEA Partners et qui nous ont aidés sur trois points. L'innovation dans l'association, le modèle économique de l'association encore, et aussi sur l'essaimage, essayer de déblayer un peu ce qu'on avait fait dans notre duplication. Quand on est très impliqué dans un projet associatif, on va donner énormément de soi-même. On va être un peu la tête dans le guidon, donc prendre du recul, ça permet justement de se rappeler la raison pour laquelle on s'engage et le plaisir qu'il y a à s'engager. On va peut-être des fois oublier les objectifs à long terme et la stratégie de l'association, donc prendre du recul et respirer. Ça va permettre de se remettre dans une bonne lancée et de se recentrer sur l'essentiel. Pourquoi c'est important de prendre du recul dans son projet associatif ? Ça me fait assez bizarre de dire ça parce qu'on est les spécialistes chez nous de ne pas prendre de recul et ça nous a beaucoup impacté. Déjà de ne pas prendre du recul sur nos activités sur le terrain, savoir comment on les fait, est-ce qu'elles sont bien faites, est-ce qu'on peut les améliorer. On n'a jamais pris assez le temps et on commence à le faire depuis un an et ça permet d'améliorer les choses. Donc on le dira jamais assez, prendre du recul, c'est la base. On n'a également pas pris assez de recul sur comment on allait s'organiser pour la duplication en région. On a commencé au début à y aller un peu à l'arrache. Finalement, on l'a payé un peu après parce que les choses étaient mal faites, pas cadrées, mais ça nous a permis de poser certaines bases sur lesquelles on se repose maintenant.